Les rendez-vous de l'infra, le podcast d'Infravenir qui parle des infrastructures à travers des tables rondes et des interviews exclusives. Mobilité, énergie, défis climatiques, infrastructure sociale. Toutes vos questions trouveront des réponses. Bonne écoute. Bonsoir à tous. On va commencer et laisser les derniers arriver pendant l'introduction, puisque Yvan Faucheux a une petite contrainte juste après, donc on ne va pas retarder le début de la conférence. Donc merci à tous d'avoir répondu présent pour notre événement dédié au dispositif Post-AREN. Donc pour réintroduire un petit peu le sujet pour ceux qui connaissent moins bien ce thème, donc l'AREN, qui est plus connu sous le nom de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique, a été instauré en 2010 par la loi NOM, donc nouvelle organisation du marché de l'électricité, afin d'améliorer les conditions de concurrence entre les acteurs sur le marché de l'électricité. Donc l'AREN a été conçue pour offrir aux fournisseurs alternatifs un accès à l'électricité qui est produite par les installations nucléaires historiques d'EDF, donc on verra ce que ça pouvait représenter, situées sur le territoire et mise en service avant le 8 décembre 2010, à des conditions économiques similaires à celles d'EDF. Donc ce dispositif prévoit à titre transitoire et dans la limite d'un plafond annuel exprimé en térawattheures, qui est fixé par an à 120 TWh depuis 2022, la mise à disposition de l'électricité à un prix régulé, donc qui a été très longtemps fixé à 42 € du mégawattheure depuis 2012, puis qui a été légèrement relevé lors de la crise des marchés de gros qu'on a connue il y a quelques années. Et ce tarif est censé refléter le coût complet du parc nucléaire d'EDF. Donc le plafond de l'AREN et son prix, comme je le disais, ont été adaptés dans le contexte de la crise des marchés de l'énergie pour faire face à la flambée des prix sur les marchés de gros. Le dispositif a été mis en place pour une durée limitée de 15 ans et doit prendre fin le 31 décembre 2025. Donc c'est pour ça qu'on s'intéresse à l'après. Qu'est-ce qui va arriver post-AREN ? Et donc l'article 17 de la loi de finances pour 2025 a instauré un cadre post-AREN reposant sur un double mécanisme, à la fois une taxation des revenus issus de la production nucléaire et la création d'un versement universel nucléaire qui a pour objet de permettre au consommateur final de bénéficier des retombées économiques du parc nucléaire historique. Donc ce mécanisme a pour objet à la fois de garantir un juste équilibre entre compétitivité sur le marché de l'électricité et à la fois préserver des ressources pour EDF qui sont indispensables pour financer le prolongement et le renouvellement du parc nucléaire français qui représente des investissements majeurs. Et donc pour rentrer plus dans le détail et mieux comprendre ce nouveau mécanisme post-AREN et ses enjeux, on a la chance d'avoir deux intervenants ce soir que je vais laisser se présenter, donc monsieur Yvan Faucheux et Pierre Jérémy. Donc Pierre Jérémy, je suis fonctionnaire retraité. Je me suis occupé de ces sujets-là au cabinet d'Agnès Pannier-Runacher entre 2022 et 2024 et avant dans le même cabinet mais au ministère de l'Industrie. Depuis, j'ai rejoint i24, qui est un fonds d'investissement spécialisé dans l'hydrogène, qu'une partie d'entre vous connaissent peut-être dans la salle. Et donc Yvan Faucheux, je suis membre du collège de la commission de régulation de l'énergie, donc je suis le collégien du coin, stagiaire de 3e à 16 heures perdues. Merci à tous les deux. Donc, Yvan, je me tourne d'abord vers vous. Donc, est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi consiste précisément le dispositif de versement nucléaire universel ? Quels en sont les grands principes ? Comment il se différencie de l'AREN qu'on connaît jusqu'à aujourd'hui ? Et par exemple, est-ce que les centrales nucléaires dites historiques visées dans ce dispositif sont les mêmes ? Enfin voilà, quelles sont les grandes différences ? D'accord. J'ai préparé un petit peu de 2-3 slides de présentation. Je suis venu accompagné évidemment en cas de questions techniques qui excéderaient très largement mes compétences, ce qui risque d'arriver assez rapidement, avec Tom qui travaille notamment sur ces sujets-là. Donc le versement nucléaire universel. Oups, c'est quoi ? Bon, c'est pas grave. Le versement nucléaire universel, je ne sais pas pourquoi il y a une slide de sommaire qui est restée, qui n'était pas censée être là. À titre de rappel, en fait, le versement nucléaire universel, il y a deux volets. Il y a d'abord une taxe qui est assise sur les revenus du parc nucléaire, sur laquelle on va prélever
une quotité au-delà d'un certain seuil à hauteur de 50%, puis à hauteur de 90% au-delà d'un deuxième seuil. Et donc, il y a d'abord une cagnotte à générer au niveau des revenus du parc nucléaire d'EDF. Et donc, pour faire très court, les revenus du parc nucléaire d'EDF, c'est les revenus du parc existant, donc y compris d'ailleurs Flamanville 3, au passage dans le dispositif. Et donc aujourd'hui, ces revenus du parc nucléaire, on doit déterminer à partir de quel moment on peut commencer à taxer à hauteur de 50% et à quel moment on peut commencer à taxer à hauteur de 90%. En fait, cette taxe est assise aujourd'hui. Alors, c'est marqué une taxe assise sur les recettes issues de la vente d'électricité nucléaire d'EDF. Formellement, c'est une taxe sur le combustible qui lui-même est recalculé en énergie. Donc, c'est une petite chinoiserie du dispositif qui est liée au fait qu'une taxe sur l'énergie, malheureusement, c'est quand même relativement encadré. Et donc, la taxe sur le combustible, elle-même convertie en énergie, a le bon goût de ne pas être assimilée à une taxe entre guillemets, de classique d'assises type TICFE. Ça, c'est le premier dispositif qui est le dispositif je crée le montant redistribuable. Et après, il y a un deuxième dispositif, c'est la redistribution des montants qui sont issus de cette taxe. Et en fait, ces montants sont redistribués par une minoration des prix de l'électricité qui s'applique à l'ensemble des consommateurs finaux qui ont conclu un contrat de fourniture. Et là, on rentre dans quels sont les consommateurs éligibles ou pas, parce qu'aujourd'hui, la loi dit clairement qu'ils sont des consommateurs éligibles, mais il y a quand même encore quelques marges d'ajustement ou quelques marges d'appréciation. Par exemple, un consommateur qui a un CAPN ou qui va directement se sourcer sur les marchés de gros, est-il éligible ou non à la redistribution ? Cette redistribution, elle prenait plutôt dans un premier temps l'idée d'un montant plat à l'année, c'est-à-dire très calé sur un produit qui fait 8760 heures. Mais ça, c'est pas non plus fixé dans la loi, ça fait partie de tous les paramètres qui restent encore à déterminer. Et donc, ça, c'est les deux principes de base. Si on va, la planche suivante, si on va sur ce que ça donne, pour établir le niveau des seuils à partir desquels on applique la taxe, il y a d'abord à déterminer quel est finalement ces deux seuils. Ça part d'abord de l'évaluation des coûts complets de production du parc nucléaire d'EDF, que la loi nous demande de faire avant le 1er juillet 2025. Bref, on n'est pas en avance. Et à partir de ça, il y a deux tarifs, puisque évidemment, ça, c'est pas un revenu, c'est un prix par mégawattheure. Et au-dessus de ce prix en euros par mégawattheure, on rajoute d'abord un premier élément entre 5 et 25 euros par mégawattheure qui détermine ce qu'on appelle le tarif de taxation. Et après, il y a le tarif d'écrêtement en prenant un deuxième seuil qui est le coût complet du nucléaire, plus 35 ou plus 55. Et ça, c'est censé assurer effectivement la viabilité à terme du parc nucléaire en assurant ses réinvestissements. Si on passe à la slide suivante, je vous ai fait un petit glossaire, je pense qu'on pourra le garder éventuellement parce que ça a un intérêt. Ce qu'il faut que vous ayez en tête là-dedans, c'est qu'en fait, le seuil, c'est un tarif fois une production d'électricité du parc nucléaire tel qu'anticipé. Donc vous avez un tarif qui est en euros par mégawattheure, qui est en base le coût du nucléaire, plus un certain, ce qu'on appellerait markup, ou un montant complémentaire, enfin deux montants complémentaires, le premier déterminant le tarif dit de taxation et de décrètement, et l'autre déterminant, enfin le premier déterminant le tarif de taxation, le second le tarif d'écrêtement. Après on remultiplie ça par la production d'électricité nucléaire et on obtient le seuil. Et après, sur ce seuil, il faut ensuite en déterminer quels sont les revenus issus du nucléaire. Donc dans cette équation, il y a des choses qui sont relativement simples. Par exemple, c'est la production nucléaire d'EDF. Ça, c'est quelque chose qui, en temps normal, est relativement prévisible, sauf accident. Ceci dit, quand ça s'écroule, il n'y a plus de revenus. Et puis il y a le deuxième élément qui n'est pas évident non plus, c'est que j'ai dit les revenus issus du parc nucléaire.
Or, EDF est quand même un opérateur intégré qui a des activités hydrauliques, enfin qui a des tas d'activités. Et donc, arriver à déterminer quelle est la quote-part stricto sensu attachée au parc nucléaire par rapport à des produits qui sont vendus sur le marché et qui agrègent plusieurs sources de production, c'est aujourd'hui un système relativement complexe pour prendre un euphémisme, enfin, pour prendre une litote. Voilà, donc ça c'est le fonctionnement général. Et aujourd'hui, en quoi est-ce que ça se différencie de l'Arenh ? D'abord, c'est un processus, entre guillemets, de taxation à l'entrée, alors qu'en fait l'Arenh était un produit qui était vendu, enfin qui était mis à disposition des fournisseurs alternatifs sur le marché de gros. Et par ailleurs, le VNU est un rabais qui transite par les fournisseurs, qui sont compensés pour ce rabais. Néanmoins, le rôle des fournisseurs n'est plus de faire à partir d'un produit de base, d'un produit calendaire standard, une offre adaptée sur les marchés. Le rôle des fournisseurs, c'est quand même extrêmement réduit, puisque dans cette affaire-là, il ressemble plutôt à ce qu'on a connu dans les amortisseurs et les boucliers, c'est-à-dire qu'on détermine quels sont leurs coûts d'approvisionnement, et on leur dit il faut que vous baissiez, et on vous compense pour baisser le tarif jusqu'à un certain seuil. Et donc là-dessus, on a effectivement, par rapport à l'Arenh, les différences fondamentales, c'est que c'est un dispositif fiscal en amont, et c'est un dispositif de rabais de prix qui passe par les fournisseurs en aval, mais qui restreint quand même fortement la marge ou la capacité des fournisseurs à utiliser un produit de marché standard. Et donc, comme on l'a vu précédemment, on comprend qu'il y a des éléments qui sont manquants encore. Où en est-on du coup de la mise en œuvre de ce nouveau dispositif et quelles sont les échéances clés à venir ? Alors, quelles sont les prochaines étapes de ce dispositif ? Alors, c'est un dispositif qui nécessite au bas mot 4 décrets en Conseil d'État, 3 décrets simples, 4 arrêtés et 5 délibérations de la CRE. Je me suis amusé à faire le petit décompte. Donc, sachant que là, le décret qui est aujourd'hui sur la table, c'est un décret qui est sur la méthode de communication de la minoration, mais qui a encore des décrets qui doivent venir sur les périodes d'évaluation des revenus, sur la méthodologie de calcul, notamment du coût complet du nucléaire. Enfin, un tas de textes aujourd'hui qui sont encore entre guillemets en discussion au niveau du gouvernement et qui comportent des paramètres clés qui sont quand même très très importants sur le sujet. Après, à la question est-ce que c'est grave, docteur ? Si on était persuadé que le versement nucléaire universel trouverait application en 2026, compte tenu des prix de marché, j'aurais tendance à dire qu'il y a urgence à commencer à faire plus vite. Aujourd'hui, on est quand même dans une situation où les prix de marché sont conjoncturellement plutôt relativement en dessous de ce qui pourrait être un versement nucléaire universel. Je prends toutes les précautions d'usage parce qu'il faut d'abord déterminer le coût du nucléaire de base. Imaginons que demain le gouvernement dise finalement je mets que 5 € au-dessus d'un coût du nucléaire, on pourrait se retrouver pas loin de l'application du VNU, même si c'est sur des sommes qui resteraient somme toute assez modestes. Néanmoins, aujourd'hui, il n'y a pas une urgence absolue à sortir tous les textes au 1er janvier 2026 si collectivement le pari est fait que le versement nucléaire universel sera d'effet extrêmement limité. Après, il y a juste un petit bémol, c'est que même s'il est d'effet faible, les principes qu'on crante aujourd'hui sur le versement nucléaire universel en cas de crise, c'est-à-dire au moment où il est prévu que ce versement devienne beaucoup plus important et trouve sa vocation de protection des consommateurs, c'est très difficile de changer le système en cours de route. Donc c'est pour ça qu'on n'est pas très en avance, ça je suis d'accord. On n'est pas très en avance parce que le système est très compliqué et qu'un certain nombre de paramètres sont extrêmement critiques ensuite pour la suite. Après, par rapport à l'échéance de 2026, je pense qu'on peut raisonnablement faire le pari que ce ne sera pas un enjeu financier, ce sera plus un enjeu de ne pas s'amuser à revenir sur le dispositif de façon trop fréquente. D'accord, merci beaucoup.
Pierre, je me tourne vers vous pour commencer à aborder les impacts économiques et stratégiques de ce nouveau dispositif. Quels sont selon vous les enjeux du VNU pour les investissements dans les infrastructures énergétiques à venir? Donc à la fois d'un point de vue des investissements dans le renouvellement du parc nucléaire, donc côté EDF, mais également pour des investissements dans la transition énergétique qui sont souvent impactés par les signaux de prix nucléaires. Alors sur ça, je pense qu'il faut, il y a une réponse à apporter à deux niveaux et en distinguant à chaque fois ce qui se passe du côté du producteur et ce qui se passe du côté du consommateur. Un approvisionnement électrique, donc un contrat ou des conditions de vente d'électricité entre un producteur et un consommateur, ça a une valeur qui est double. Ça a une valeur dans son niveau absolu en euros par mégawattheure, le prix auquel se transmet l'électricité de l'un à l'autre. Ça, bon, c'est un jeu à somme nulle, c'est-à-dire que tout ce que gagne le consommateur est pris au producteur, et inversement. Mais il y a aussi un autre rôle important de la contractualisation de l'électricité, c'est ce que ça apporte en termes de réduction des risques. C'est-à-dire à quel point, en tant que producteur ou en tant que consommateur, je sais que c'est au même prix P, ou en tout cas à une trajectoire de prix P de T connue dans la durée, que je disposerai de l'électricité. En gros, est-ce que dans mon modèle Excel, dans la ligne prix de l'électricité en fonction des années dans les colonnes, je mets quelque chose que je connais, ou est-ce que je mets quelque chose qui est une hypothèse que je devrais expliquer à mon comité d'investissement? Je pense que chacun dans cette salle mesure qu'il y a une différence assez profonde entre les deux. Le VNU, il a choisi l'option « il faudra que j'explique à mon comité d'investissement ». Vous noterez qu'avec l'AREN, c'était 42 dans toutes les lignes, pour citer le précédent président de la Creux, qui est bien connu, parce que pas 43. Parce que c'était une valeur qui était fixée en dur au niveau décret. Tout ça pour dire qu'avec le VNU, et en tout cas avec le schéma post-AREN, on peut constater qu'on fait le choix de passer d'un monde où on avait un prix relativement certain, du moins pour la part exposée à AREN de la facture, mais qui était une part qui pouvait être de 70-80% pour les gros consommateurs industriels, à une part connue de la facture qui devient de zéro. C'est-à-dire qui est de mieux en mieux connue à mesure qu'on se rapproche de l'année de livraison, mais qui demeure toujours sujette à un aléa et à une asymétrie d'information. Alors, les décrets vont permettre de la réduire, puisqu'on commencera à comprendre mieux la méthodologie de calcul du prix du nucléaire, on commencera à comprendre un peu mieux quelle est l'assiette de calcul des coûts du mode de valorisation du nucléaire par EDF, mais il y a quand même, je veux dire, pour un consommateur lambda, il n'y aura jamais une information aussi bonne que celle dont dispose EDF. Et d'ailleurs, tel que je le comprends, c'est un choix de design. C'est-à-dire que le but n'est pas qu'il y ait une pleine symétrie d'information entre le consommateur et le producteur. Donc on passe d'un monde où on avait de l'information à un monde où on a plutôt moins d'informations. Et ça conduit structurellement à renchérir le coût du capital, et pour les producteurs, et pour les consommateurs. Donc on passe dans ce choix de régulation qui ne fixe pas dans la durée un prix pour l'achat des volumes nucléaires en France. Il est économiquement établi qu'il renchérit l'ensemble de la réalisation de la transition d'une certaine prime de risque à déterminer. Alors, deuxième point qu'on peut également faire sur le VNU, mais l'AREN non plus, ne comporte pas de plancher. C'est-à-dire que si les prix deviennent bas, et en particulier si les prix ne couvrent pas les coûts du nucléaire, EDF est exposé in toto sur sa production à cette baisse de prix. Et donc, il peut se produire des années dans lesquelles EDF n'arrive pas à couvrir l'ensemble de ses coûts complets. Alors, ce sera à la Creux de qualifier quelle est l'enveloppe de coûts complets du nucléaire existant. Ce qu'on peut dire, c'est que si on reprend la méthodologie qui avait prévalu au précédent calcul, on devrait trouver des évaluations qui sont un peu au-dessus de 60 € par mégawattheure. Si on prend des méthodologies moins généreuses, plus proches des coûts comptables, on est plutôt autour de 55. Voilà, donc selon les syndicats, selon la police, en cette période de conclave. Mais tout ça pour dire que, comme vous le voyez, les prix de marché de gros actuels sont à 60 sur certains horizons. Alors, les dynamiques moyen-orientales font que ça bouge un petit peu, mais le scénario où les prix de marché seraient en dessous des coûts du nucléaire pendant 1, 2, 3 années est un scénario qui existe
Et c'est en conscience de ce risque que ce schéma a été choisi. Ceci étant dit, dans un monde où on a des prix de marché qui sont plutôt en dessous des coûts du nucléaire existant, y compris les coûts encourus pour sa prolongation, il y aurait, je pense, un débat légitime sur est-ce qu'une décision d'investissement dans la prolongation de 10 ans du parc existant est un investissement avisé, est-ce qu'il est compatible avec l'intérêt social de l'entreprise. Enfin, ça poserait plein de questions très intéressantes. Et plus généralement, l'absence de plancher pose également une question sur la soutenabilité de la dette d'EDF dans des scénarios de prix bas durables, qui sont des scénarios qui peuvent exister, dont il a été choisi de considérer qu'ils avaient une probabilité suffisamment ténue pour pouvoir être écartés. Après, si on regarde évidemment les points positifs du VNU, les points positifs, c'est que si on se place dans des scénarios dans lesquels les prix de marché sont plutôt un peu au-dessus des coûts du nucléaire, et c'était les scénarios qui étaient jugés les plus plausibles par les équipes d'EDF à l'époque où ça a été négocié, donc des scénarios où les prix de marché tendanciels moyens en France sont sur 70 € par mégawattheure dans la durée, à ce moment-là, EDF capte une légère rente de situation qui, en moyenne, est de l'ordre de 10 € par mégawattheure dans la durée, si on part de coût du nucléaire autour de 60. Et cette légère rente de situation, elle permet d'autofinancer une partie de la prolongation du parc existant et une partie du financement du nouveau nucléaire, sans avoir à passer par la case finances publiques, ce qui, dans un contexte où on est très très vigilant à tout ce qui est maastrichtien, avait quand même une certaine vertu. Donc il y a aussi cette idée qu'on donne à EDF un peu de marge de respiration au-dessus de la stricte couverture des coûts comptables du parc existant pour lui permettre de trouver dans ses propres cash flows des ressources pour financer l'avenir du parc. Vous noterez néanmoins que quand bien même on serait dans ces scénarios-là, prendre la décision d'investissement de prolonger le parc existant et a fortiori de faire le nouveau sans avoir un plancher de prix sur l'existant, et donc en gardant ce risque en cas de période de prix durablement bas, que les coûts du parc existant ne soient pas couverts, c'est quand même un choix qui va être courageux. Deuxième point, et je vais conclure sur ça, il y a un autre aspect qui est, je pense, important d'avoir en tête, c'est que le mécanisme a une propriété qui est je pense, qui économiquement interroge, c'est qu'elle rend EDF structurellement sensible dans ses recettes au niveau de production du parc nucléaire. En fait, quelque part, il peut comporter en soi des incitations à la rétention de capacité. C'est-à-dire qu'il peut se produire des circonstances dans lesquelles limiter sa production génère un upside pour EDF. Évidemment, ce serait une pratique anticoncurrentielle qui serait regardée avec beaucoup de vigilance par les autorités de la concurrence et les concurrents d'EDF qui le signaleraient. Il y a en interne du groupe également un aspect comportemental. Les salariés d'EDF ont plutôt envie de produire que de ne pas produire. Néanmoins, les incitations économiques qu'envoie le mécanisme sont telles qu'il peut se produire des circonstances où il est intéressant pour EDF de moins produire. Il peut également se produire des circonstances où il est intéressant pour EDF que les renouvelables et plus généralement les technologies de coût marginal nul se développent moins que prévu. Chacun est juge de est-ce que EDF a tiré toutes les conclusions de ces incitations économiques ou est-ce qu'il continue de jouer un jeu neutre dans le développement de notre système énergétique. Merci beaucoup. Et on va aborder juste après la question de la capacité du nouveau dispositif à remplir ses objectifs d'un point de vue protection des consommateurs. Mais j'aimerais qu'on s'arrête une minute sur le potentiel impact du VNU sur la compétitivité de l'industrie française. Est-ce que le dispositif pourrait permettre d'éviter les effets inflationnistes de l'électricité sur la production industrielle et comment, par exemple, cela peut s'articuler avec des mécanismes comme les contrats de long terme. Yvan a cité tout à l'heure le mécanisme des CAPN, donc pour ceux qui sont dans la salle et qui ne sont pas complètement au fait du jargon, donc c'est des contrats à long terme de vente d'électricité. Alors sur ça, je pense que donc déjà le VNU, il n'a pas été conçu comme un objet de compétitivité industrielle, il a été conçu comme un objet qui quelque part apportait, donc donnait à EDF des marges de manœuvre financières, comme un objet qui par ailleurs permettait d'afficher que dans la durée, si des scénarios de crise exceptionnelle comme la guerre en Ukraine se reproduisaient,
on maintenait une forme de bouclier ou de protection du consommateur qui redistribuerait une partie de la rente exceptionnelle au consommateur. Et il est exact qu'avec la courbe à deux biais que présentaient les slides, dans des scénarios de prix où on revient à, en gros, au-dessus de 130-140 euros par mégawattheure en moyenne sur la valorisation de l'ensemble du parc nucléaire, ce qui suppose quand même un pic de prix très élevé, mais qui ressemble à la crise ukrainienne. Dans ces scénarios-là, on protège plutôt le consommateur français et effectivement, on lui redistribue une partie de la rente de manière assez efficace. Et ça, c'est un atout qu'on aura et que nos voisins n'ont pas. Donc il faut reconnaître que ce mécanisme, il joue ce rôle de parapluie face à des crises exceptionnelles. Par contre, ce n'est pas un outil de compétitivité. Et d'ailleurs, c'est bien pour ça que dans l'accord conclu entre l'État et EDF en novembre 24, dans cet accord, il avait été novembre 23, pardon, il avait été convenu d'engagement qui portait non seulement sur la mise en œuvre du VNU, mais également la mise en œuvre par EDF d'une politique commerciale diversifiée, dans laquelle se trouvaient leur place divers instruments de long terme, dont les contrats d'allocation de production nucléaire, sur lesquels je reviendrai, et également la conclusion de la deuxième tranche d'Excelsium, telle qu'approuvée par la Commission en juillet 2008. À date, sauf erreur de ma part, parce que je pense que ça aurait fait lieu d'un communiqué de presse, aucun de ces contrats d'allocation de production nucléaire n'a été signé au-delà de l'aide d'intention. Il n'y a pas de contrat en longue forme signé entre deux parties. Et Excelsium 2 n'est pas encore approuvé, même si les discussions avancent de manière constructive selon les rumeurs de presse. Si on regarde, donc quelque part, l'objet central qui était censé jouer le rôle de la compétitivité industrielle, c'était ce binôme Excelsium 2 et les CAPN. Sur les CAPN, il est difficile d'en donner les détails, d'une part parce que les termes des contrats étaient inaccessibles à l'État, puisque faisaient l'objet de NDA très stricts entre EDF et les parties contractuelles. Par ailleurs, le format de ces contrats a, de ma compréhension, ce qui en dit long sur la robustesse de ces NDA, pas mal évolué depuis le 21 mars 2025. Je vous laisse googler ce qui s'est passé le 21 mars 2025. Si on regarde le contenu de ces contrats, on peut dire qu'ils étaient à l'époque, donc entre 23 et 25, constitués. Donc, c'était des contrats d'allocation de production, et je pense que toute la subtilité de ces contrats reposait sur une forme pardon, vous me pardonnerez l'expression, mais de fiction juridique, qui est que ces contrats n'étaient pas des contrats de fourniture, c'est-à-dire qu'ils étaient distincts en nature de fourniture, et donc n'opéraient pas sur le marché pertinent de la fourniture d'électricité, ce qui permettait d'expliquer que c'était des objets entièrement distincts, qui du coup, au plan de l'analyse concurrentielle, échappaient à la notion de fourniture. Et ces contrats, ils reposaient sur essentiellement trois propriétés: un prix qui couvrait les coûts du nucléaire existant, plus un petit premium pour préfinancer aussi le PR2, une livraison qui suivait un profil répliquant le profil réel de production du parc nucléaire, et un paiement upfront qui était calibré pour assurer une partie des besoins de financement du groupe EDF. Ces contrats, ils posent un certain nombre de questions. Bon, alors d'une part, ils posent des questions, on pourra y revenir, mais ils posent des questions juridiques assez évidentes qui font que leur élaboration était plus difficile que prévu, même si maintenant les parties avancent dans de bonnes dispositions. Mais surtout, ils posent un problème économique, problème qui est que le consommateur qui les conclut est exposé à un risque volume sur la disponibilité du parc nucléaire, mais si jamais le parc nucléaire est indisponible, les volumes qui devront être achetés à ce moment-là par l'industriel sur les marchés de gros seront renchéris, précisément puisque le parc nucléaire a un effet déterminant sur la formation des prix de l'électricité en France. Et donc c'est un peu la double peine, c'est que vous êtes exposé au risque volume sur le contrat, et en plus, si le contrat ne sert pas, en plus vous allez devoir acheter de l'électricité qui sera justement plus chère à ce moment-là, parce que volume et prix sont corrélés. Et donc ça, c'est un vrai sujet qui fait que ces contrats, ils ont un intérêt pour des industriels qui ont des actifs existants. Donc je suis, par exemple, un acteur de la chimie lourde qui a une grosse unité qui électrolyse de l'eau pour faire du chlore. Bon, ben voilà, avant j'avais mon AREN, demain j'aurai un CAPN, j'arrive à maintenir mon activité sous réserve que les termes du CAPN soient négociés en bonne foi par les deux parties. Par contre, si je veux développer une nouvelle activité industrielle, par exemple je veux faire au hasard un très gros électrolyseur pour faire de l'acier vert dans le nord de la France, ça ne concerne pas I24, mais un célèbre sidérurgiste indo-luxembourgeois, si je veux faire ça, ben, j'ai un petit sujet, c'est que pour faire cet investissement, je mets quoi dans mon modèle Excel, encore une fois? C'est-à-dire que c'est quoi ma trajectoire de prix de l'électricité que je mets, et comment je vais voir une banque pour leverager mon projet, a priori avec de la dette projet,
en expliquant que j'ai ce risque sur mes cash flows d'avoir une indisponibilité du parc nucléaire dans le futur qui me contraindrait à acheter de l'électricité extrêmement chère au pire moment. Et ça, c'est une réponse à laquelle, à ma connaissance, il n'a jamais été... c'est une question à laquelle il n'a jamais vraiment été répondu. Et je pense que c'est en fait le vrai sujet, c'est que je suis un projet greenfield, électro-intensif, industriel, notamment un industriel qui s'électrifie. Je veux souscrire un CAPEN. Je ne peux pas lever de dette projet sur quelque chose qui est approvisionné en électricité avec un CAPEN, vu la structure de risque du contrat. Voilà. Donc moi, ça, c'est le point qui m'inquiète le plus. Après, on peut effectivement beaucoup s'amuser avec l'article 102, avec les aides d'État, avec la compatibilité avec l'intérêt social de l'entreprise autour de ces contrats. Mais comme ils sont encore en train de bouger, je pense que ce serait... voilà, c'est des très belles discussions entre talmudistes, mais on peut les garder pour plus tard si vous voulez. Merci beaucoup. Donc pour revenir sur le consommateur, Yvan, est-ce que vous pourriez nous expliquer si, d'un point de vue du régulateur, donc de la CRE, le dispositif va permettre de remplir son objectif de protection des consommateurs? Parce que certains experts du secteur, en tout cas, mettent en garde sur sa capacité justement à protéger le consommateur, notamment dans un scénario de crise importante sur les marchés, comme on l'a connu par exemple en 2022. Ok, alors là-dessus, nous, le régulateur, on essaie de regarder, on essaie de faire tourner le dispositif dans différents scénarios, ne serait-ce que pour essayer de voir si les dispositifs ou les métriques sont plutôt bien calés. Ce que je vais dire, c'est il y a deux choses dans la protection du consommateur. Tout à l'heure, j'ai dit c'est un dispositif en deux étapes. La première étape, c'est d'abord que EDF fasse des revenus sur son parc nucléaire. Et donc, la question qu'on a aujourd'hui, c'est que ces revenus sur son parc nucléaire sont relativement faciles à générer en cas de crise de prix qui est liée à un facteur exogène par rapport à la production nucléaire d'EDF. Si on a un facteur de crise de prix, ce que disait Pierre tout à l'heure, qui est lié à un manque de disponibilité non prévu du parc nucléaire d'EDF, alors on a un petit problème, c'est que EDF, en règle générale, a vendu à terme une partie de sa production, est obligé de racheter sur les marchés, et donc ses revenus sont minorés du besoin d'aller racheter sur les marchés, et donc on se retrouve avec une cagnotte qui n'est plus celle qu'on pourrait avoir en se disant sur cette courbe-là, bah, c'est bien, plus le prix est cher, enfin plus le prix augmente, plus le revenu d'EDF va monter. Dans cette assertion-là, il y a quelque chose qui est... il y a une hypothèse implicite qui n'est pas évidente, qui est que les prix montent avec une production nucléaire constante. Si les prix montent parce que la production nucléaire s'effondre, alors vous avez A fois B, avec B qui monte, certes, mais A qui descend, plus une obligation de rachat sur les marchés, qui vient en minoration du revenu. Et donc on a une constitution du revenu taxable qui devient pas évident, d'autant que, comme vous l'avez noté, le tarif d'écrêtement, lui, c'est une constante fois la production. Donc il ne subit pas la double, entre guillemets, il est moins élastique que, ou du moins il fait beaucoup moins de variations que le revenu nucléaire d'EDF. Après, il y a un deuxième élément qu'on a commencé à regarder, c'est le fait qu'aujourd'hui, on est sur une redistribution, je dirais, un peu forfaitaire. Alors après, il reste encore un certain nombre de choses à caler, mais on est sur une redistribution qui a vocation à s'appliquer à tous les consommateurs qui ont conclu un contrat. Si on prend l'idée de base consistant à dire finalement, quel que soit mon contrat et quelle que soit la date à laquelle j'ai signé mon contrat, j'ai droit à cette minoration qui passera par mon fournisseur, c'est aussi faire une hypothèse qu'on a des typologies de contrats qui reflètent automatiquement et immédiatement l'évolution des prix sur les marchés à terme. Mais ce n'est pas le cas, puisque quand un industriel ou quand un consommateur signe un contrat à prix fixe, en fait, immédiatement, le fournisseur va se couvrir sur les marchés à terme et donc gèle la courbe des marchés, des prix à terme au moment où le consommateur signe son contrat. Et donc, de ce point de vue-là, si vous êtes un consommateur, alors imaginons que les prix explosent. Vous êtes un consommateur, les prix explosent parce que, je ne sais pas, scénario totalement improbable, un président américain décidant d'aller bombarder l'Iran, l'Iran ferme le détroit d'Ormuz et donc crée un désordre majeur sur les prix de l'énergie dans le monde. Évidemment, tout lien avec... ceci est un scénario de fiction, signe noir, qui n'a jamais existé et n'existera jamais. Néanmoins, si on est dans ce système-là, au jour où
La crise se matérialise avec une vraie incidence sur les prix du gaz et donc une vraie incidence sur la formation des prix de l'électricité. Ceux qui auront signé juste avant la survenue de cet événement auront des prix à terme assez sympathiques, et ceux qui signeront après auront des prix à terme extrêmement forts. Et donc, si on applique le même rabais aux deux, vous voyez bien que grosso modo, si dans un système où vous en avez qui ont signé, allez, moi je dis une bêtise, à 60 et d'autres qui ont signé à 200 et que vous dites je fais 200 plus 60 et je vous fais un rabais, 60 moins 130 a le bon goût, alors je fais vraiment un calcul à l'arrache, 60 moins 130, c'est-à-dire qu'il y en a un qui est extrêmement gagnant, et puis 200 moins 130, il y en a un qui est modérément gagnant. Donc oui, il y a des éléments aujourd'hui dans la protection du consommateur liés à ce dispositif qui nécessitent quand même de se reposer 2-3 questions. La première question, elle est bien sur la question du revenu nucléaire d'EDF en cas de survenance d'une crise liée à une problématique de production du nucléaire d'EDF. Et le deuxième est sur la signature des contrats à terme avec une protection uniforme, qui est un sujet qui est encore à regarder. Avec une protection uniforme, on a, en fonction de la date de signature des contrats à terme, une dissymétrie de protection assez forte entre les différentes catégories de consommateurs. Est-ce que c'est ce qui était voulu initialement ou pas, ou est-ce que c'est des choses corrigeables ? Le système est déjà assez compliqué, mais on peut encore le compliquer, comme on le dit assez fréquemment. L'administration a ce site fabuleux, c'est que la complexité de ces dispositifs peut donner un avant-goût de l'infini. Merci beaucoup. Et si on peut encore vous garder quelques minutes, j'aimerais vous interroger sur les outils de la régulation, que la CRE pourra mettre en place, justement les outils de régulation qu'elle mobilisera pour garantir le bon fonctionnement du VNU dans la durée. Alors, j'ai la dernière planche justement là-dessus. Alors, planche un petit peu coup de pub, la CRE est partout et à tous les endroits, puisqu'évidemment on est au centre. Si vous demandez à EDF ou à n'importe quel autre organisme, il se mettra au centre du jeu. Mais aujourd'hui, on a tout un rôle qu'on a déjà évoqué sur la détermination des revenus, la détermination des coûts, la communication vis-à-vis des acteurs sur le productible ou sur les revenus, suffisamment en avance de phase pour que les acteurs qui en ont un intérêt pour essayer de déterminer un petit peu quel sera le reversement puissent le faire. Et puis, à la fin, la détermination de la taxe. Après, la taxe sur le combustible est collectée par les finances publiques. Ensuite, ça donne une compensation qui est appliquée aux fournisseurs. Et là, la CRE, on a aussi un rôle de surveillance du marché. Et donc, on a un rôle de surveillance qui va regarder ce qui est l'obligation de répercussion de la minoration sur les factures. De ce point de vue-là, on a deux enjeux assez importants. C'est d'abord de vérifier qu'il y a bien une répercussion de cette minoration par rapport aux conditions d'approvisionnement des différents fournisseurs. On a déjà le problème dans l'appréciation des boucliers et des amortisseurs, où il faut commencer à estimer quel est l'approvisionnement d'un fournisseur qui est lié à ces contrats de fourniture d'électricité vis-à-vis des consommateurs finaux. Et puis un deuxième élément, c'est que comme vous avez pu voir, le système est d'une simplicité extrême. Et donc après, en termes de lisibilité pour des consommateurs, il y a aussi un enjeu de vérifier que cette répercussion soit bien identifiée comme étant une répercussion venant du versement nucléaire universel, et puis comment elle s'applique, et essayer d'éviter qu'on rajoute une couche de complexité encore supplémentaire à la sortie, parce qu'un fournisseur aura décidé de faire plus ou moins, alors qu'aujourd'hui la loi ne lui permet pas de faire, puisque normalement le fournisseur doit répercuter, ce que je disais tout à l'heure, ça réduit quand même fortement le rôle du fournisseur. Mais néanmoins, on s'est aperçu dans les amortisseurs et les boucliers que le diable étant dans les détails, cette question simple de avez-vous bien répercuté un montant unitaire en mégawattheure à vos consommateurs finaux peut en fait être beaucoup plus compliqué que ça quand il faut à la fin dire oui ou non. Donc on a un enjeu de lisibilité et on a un enjeu de vérification de la bonne répercussion. Donc là, effectivement, alors, si le système tourne à vide parce qu'il n'y a pas de versement, c'est pas très grave. Mais comme je le disais, aujourd'hui, on est en train de mettre en place un peu toutes les pièces du puzzle
pour que le jour où ce système fonctionne, et il fonctionne de façon relativement satisfaisante en cas de crise exogène sur les prix de l'électricité, alors, petit bémol des contrats fixes et de la date de signature des contrats fixes, ce système peut générer quand même des sommes extrêmement importantes, et donc la vérification que la deuxième partie de la boucle, dont on n'a pas tant parlé que ça, qui est finalement le mécanisme de reversement au consommateur final, que cette deuxième partie de la boucle soit un tuyau suffisamment étanche pour que ça revienne bien, entre guillemets, en minoration des tarifs d'électricité pour les consommateurs. Donc voilà. Et puis j'ai mis EDF là juste tout à gauche, mais je ne suis pas sûr que ça lui fasse plaisir. C'est quand même, oui, faut quand même reconnaître, c'est quand même dans leur poche qu'on va chercher le revenu. Donc on ne peut pas quand même non plus les mettre trop petits dans la planche. Et justement, ça fait une bonne transition sur une des questions que je voulais aborder. Donc, si on comprend bien, le dispositif redéfinit la place et la stratégie des fournisseurs alternatifs dans le marché. C'est une question un peu pour, dirigée pour vous deux. Est-ce que le dispositif va limiter les marges de manœuvre des fournisseurs alternatifs? J'en suis pas persuadé. C'est-à-dire que avant, après, de toute façon, un fournisseur alternatif avait largement la possibilité de faire des offres, que ce soit avec un produit ARENH ou que ce soit dans ce cadre-là. Donc, est-ce qu'elle limite les marges de manœuvre des fournisseurs? Je ne pense pas. En revanche, en termes de système de protection du consommateur, oui, le fournisseur, là, ne joue plus le même rôle que ce qui avait été le cas quand l'ARENH avait été conçue, où on disait il faut faire confiance au fait qu'en mettant un produit de gros sur le marché de type ARENH, le fournisseur s'en saisisse et arrive à faire des offres innovantes et bien adaptées au profil des consommateurs. Donc la réponse, elle n'est pas... Il ne perd pas fondamentalement des marges de manœuvre. Par contre, il y a un outil qui existait à 42 € sur le marché, qui ne sera plus disponible. Bon, maintenant, est-ce que c'est un drame ou est-ce que c'est pas un drame? Des produits à terme calendaires sur le marché, il y en a également. Celui qui perd en visibilité, plus fondamentalement, effectivement, c'est plutôt le consommateur. Parce que comme le rappelait Pierre, 42 avait le bon goût d'être 42 parce que pas 43 et puis pas bouger pendant plusieurs années. Je ne suis pas persuadé aujourd'hui que ce soit un dispositif qui, dans l'intérêt de maintenir le parc nucléaire, voire de le redévelopper, c'est vrai que c'était un système qui avait comme petit bémol que la visibilité et l'assurance donnée au consommateur, et donc le risque qu'on lui enlevait, il fallait bien que quelqu'un le reporte par ailleurs, et il était reporté sur EDF. Tant que 42 n'était pas très loin des coûts de production, ce n'était pas une difficulté majeure. Aujourd'hui, je pense qu'on peut difficilement soutenir que 42 € est proche du coût de production complet d'EDF. Et c'est un peu le point, c'est qu'on passe d'un système où EDF apportait la sécurité de prix à l'ensemble des consommateurs, quel que soit leur fournisseur, et où c'était d'ailleurs administré, on forçait EDF à le faire, à un monde où il n'y aura plus cette garantie, d'ailleurs ni pour les clients d'EDF a priori, sauf s'ils rentrent dans des arrangements contractuels spécifiques, ni pour les clients des fournisseurs alternatifs, mais la demande de stabilité des prix demeure. C'est-à-dire que les consommateurs continuent de rechercher les prix les plus stables possibles, notamment ceux qui souhaitent investir dans leur électrification ou dans le développement de nouvelles capacités. Et ça implique que du point de vue des fournisseurs alternatifs, l'importance de s'intégrer vers l'amont pour justement disposer d'objets qui soient les contreparties couvrant des prix pour leurs usagers, pour leurs clients, devient beaucoup plus grande. Et donc, on a le passage d'un schéma régulé pour l'accès à l'amont avec une pleine concurrence sur le marché aval à un schéma dans lequel il n'y a plus de régulation pour l'accès à l'amont est également un choix qui force les fournisseurs à réfléchir davantage à leur intégration amont-aval et donc qui, à n'en pas douter, va probablement conduire à du M&A entre des fournisseurs et des producteurs, ou réciproquement des producteurs qui vont développer une activité de fourniture vers l'aval. C'est le genre de choses qui va se développer. On le voit d'ailleurs déjà chez les gros producteurs renouvelables qui de plus en plus s'intéressent au développement de PPA. Alors ils le font aussi parce que les mécanismes de soutien public, on va dire, on est en train de serrer la vis, pour ne pas dire, il y a beaucoup d'incertitudes sur eux, mais ils le font aussi parce qu'il y a cette demande de plus en plus grande des consommateurs d'avoir de la visibilité au-delà de la fin de l'ARENH.
Et de l'autre côté, chez les gros fournisseurs établis sur le marché français, on voit aussi une tendance à développer leurs propres assets à l'amont. Merci beaucoup. Et du coup, est-ce que Pierre, c'est plutôt une question pour vous. Est-ce que le dispositif va permettre de concilier les objectifs de concurrence entre les acteurs de marché, d'une part, et la soutenabilité pour EDF, d'autre part? Et est-ce qu'il peut garantir le juste équilibre, justement, recherché entre régulation et soutenabilité économique? Alors ça, c'est la question qui tue. Alors ça, c'est la question que j'ai vraiment préparée ce soir. Et je l'ai préparée avec deux noms de famille que je vous recommande à tous de retenir, qui sont Meyerson et Satterthwaite. Je pourrais vous envoyer comment ça s'écrit pour le deuxième. Ces deux économistes américains qui sont spécialisés en théorie des mécanismes, c'est-à-dire la théorie des processus de vente entre deux parties, qui est une branche de la microéconomie et de la théorie des jeux. J'ignorais qu'ils existaient quand j'étais en fonction dans le public, et c'est en fait pendant mes vacances au ski en 2025 que j'ai découvert, c'est une lecture fascinante, et c'est très intéressant parce que c'est des gens qui, pour la première fois en économie, enfin une des premières fois en économie, ont posé un théorème négatif, c'est-à-dire un théorème qui dit que quelque chose n'est pas possible. En général, l'économie, elle aime bien dire que des choses sont possibles. Là, on a dit que des choses n'étaient pas possibles. Et c'est d'autant plus intéressant que quand j'étais dans le public, j'avais ce sentiment confus qu'on essayait de résoudre un triangle d'incompatibilité. C'est-à-dire qu'on essayait de résoudre un triangle d'incompatibilité entre maintenir une trajectoire financière équilibrée d'EDF sans que l'État ait à remettre au pot, assurer la descente exacte des coûts complets du nucléaire vers le consommateur et ouvrir concurrentiellement l'aval et puis peut-être un peu l'amont. Il s'avère que le théorème de Meyerson-Satterthwaite montre qu'il est impossible de concevoir un mécanisme de marché efficace, incitatif et équilibré dans certaines conditions entre deux agents. Et en fait, il nous dit que si vous prenez un vendeur qui détient un bien auquel il alloue une valeur privée S, et de l'autre côté un acheteur qui veut acheter ce bien avec une valeur privée B, c'est-à-dire chacun a une valeur pour l'objet, sait combien ça vaut pour lui, mais ne le dit pas à l'autre, et donc il y a une asymétrie d'information, eh bien on ne pourra pas remplir mutuellement 4 conditions. Il faudra choisir laquelle des conditions on ne respecte pas. On ne pourra pas avoir à la fois, petit 1, la rationalité individuelle, c'est-à-dire que pour chaque agent, il y ait une espérance d'utilité non négative, c'est-à-dire qu'il soit désirable de dire la vérité sur combien vaut le bien pour lui. Deuxième propriété, avoir un budget faiblement équilibré, c'est-à-dire que globalement, les paiements effectués par l'acheteur sont au moins égaux aux paiements reçus par le vendeur en espérance et qu'il n'y a pas quelqu'un qui vient corriger l'argent qui manque. Troisièmement, avoir une compatibilité des incentives avec un équilibre de Nash. Alors, en gros, il faut qu'il y ait une incitation à dire la vérité, c'est-à-dire qu'il faut que pour chacune des deux parties, le fait de dire de manière honnête sa propre valeur soit la meilleure des réponses possibles, sous réserve que l'autre soit honnête. Au passage, ça implique que dire la vérité est un équilibre de Nash, mais pas que c'est une stratégie dominante. Et puis quatrièmement, l'efficacité ex post, c'est-à-dire que l'allocation qui résulte de ce processus soit socialement efficace, enfin Pareto optimal pour être précis. Et donc en fait, on peut montrer que c'est impossible d'avoir ces 4 conditions cumulatives qui soient vraies. Il faut choisir laquelle on ne respecte pas. Et le cas des conditions de vente du nucléaire, c'est exactement ça, puisqu'on a un seul vendeur et une pluralité d'acheteurs. On a une asymétrie d'information sur la valeur réelle du bien qu'est l'électricité nucléaire. Et donc, de manière structurelle, on ne pourra pas répondre à tous nos souhaits. Il faut choisir à quoi on renonce. Alors, il me semble qu'on peut partir du fait qu'on tient à préserver l'efficacité ex post, c'est-à-dire avoir une allocation socialement efficace de l'électricité nucléaire et de l'argent qu'elle génère. On peut aussi vouloir préserver l'incitation à la vérité. Alors ça, c'est l'optimiste que je suis. Mais du coup, il faut choisir entre renoncer à avoir un budget équilibré, c'est-à-dire accepter que il faudra que l'État assure de temps en temps la compensation de ce qui manquera à l'une ou l'autre des deux parties, ou alors renoncer à la rationalité individuelle et donc forcer une participation au mécanisme par une des deux parties. Et il me semble que, vu la situation des finances publiques, c'est en fait forcément cette dernière contrainte qu'il faut relâcher. Et donc en fait, on est obligé d'aller vers des mécanismes qui soient obligatoires pour les deux parties. Voilà. Et si on se dit ça, donc ça c'est quand même, on parle de quelque chose qui n'est pas une notion confuse, comme celle que j'avais quand j'étais dans le public. On parle de quelque chose qui est démontré, qui est publié dans des revues à comité de lecture par des économistes sérieux,
qui utilise des lettres grecques et des équations. Donc ça, c'est un argument d'autorité très supérieur. Mais ça veut quand même dire quelque chose. Alors, et oui, dernier truc sur ce théorème qui est très chouette, c'est qu'on peut démontrer que quand le nombre de parties diverge, les résultats, les contraintes se relâchent asymptotiquement. C'est-à-dire qu'en fait, plus vous avez un marché pur et parfait avec une infinité de vendeurs et d'acheteurs, eux-mêmes atomiques, et plus vous allez être dans la situation où en fait, effectivement, on arrive à remplir les quatre conditions. Et dans un marché pur et parfait, on peut remplir les 4 conditions. Et à ce moment-là, le prix de vente du nucléaire, il est égal au coût de production sur le long terme en espérance. Et donc d'ailleurs, dans mon audition parlementaire, c'est un des points sur lesquels j'ai attiré l'attention, c'est qu'il a beaucoup été dit dans cette commission d'enquête que les prix de vente du nucléaire allaient converger vers les coûts sur le long terme. Attention, ça n'est vrai qu'en concurrence parfaite. Je pense qu'on n'a pas envie d'ouvrir à la concurrence l'amont nucléaire, en tout cas c'est un vrai choix de politique publique. Et donc la seule solution, c'est donc d'en réguler l'accès et de forcer une participation à un mécanisme qui fixe un prix du nucléaire et qui fixe la vente ou des transferts économiques qui corrigent l'accès à ce prix entre les deux parties. Et une fois qu'on a dit ça, en fait, on a décrit ce qu'on appelle un CFD bidirectionnel. Voilà. Donc tout ça pour dire que pour revenir à la question de Sandra, ça n'est pas possible de concilier toutes les contraintes. Il faut choisir, mais que parmi les contraintes, on peut se dire qu'il y en a peut-être une qu'on a envie de relâcher, et donc qu'à un moment, il faut aller vers des mécanismes régulés. Voilà. Merci beaucoup. Mais donc, le VNU est-il un dispositif transitoire, ou est-ce qu'on peut considérer qu'il va constituer un cadre durable pour la régulation nucléaire ? Alors, c'est un dispositif qui a été arbitré en interministériel, qui a été inscrit dans la loi par le Parlement, donc par définition, quand on grave quelque chose dans la loi, c'est pour durer. Je laisserai Yvan commenter. Mais enfin, fondamentalement, c'est un dispositif dont il faut souhaiter qu'il existe et qu'il dure, tout simplement parce qu'on ne peut pas changer de mécanisme de vente du nucléaire tous les 4 matins. C'est certainement pas un mécanisme parfait, il a des défauts. Il y a eu une discussion, il y a eu un arbitrage. Peut-être qu'un jour on fera mieux. Vous l'avez compris, je pense qu'il existe mieux et qu'en fait c'est même des choses qui sont dans le droit européen, qui sont à portée de main. Il y a eu un choix politique de ne pas le faire, peut-être qu'on y reviendra. On peut décrire les conditions qui amèneraient probablement à réévaluer le mécanisme. C'est soit qu'on ait une crise de disponibilité et qu'à ce moment-là on s'aperçoive que le VNU tel que designé, il ne capte pas bien la recette et qu'il ne la redistribue pas bien aux consommateurs et qu'on ait à ce moment-là un problème politique. Ou alors, autre situation, les prix de marché sont durablement plus bas, plus longtemps que prévu. On n'arrive pas à couvrir les coûts du nucléaire, on s'aperçoit qu'on a besoin d'un plancher. Il n'y a pas de plancher dans le VNU, il n'y en a d'ailleurs pas qui soit réalisable, et donc on va à ce moment-là dire peut-être que pour le nucléaire existant, il faut un CFD. D'ailleurs, on a fini par le dire pour le nucléaire nouveau. Donc voilà, il y a ce chemin-là qui peut exister. En attendant, on aura un VNU, il nous protégera contre des crises exceptionnelles sur le prix de l'électricité, et ce sera peut-être pas si mal. Donc ça, c'est l'horizon politique des choses qui peuvent faire qu'on change de mécanisme. Voilà, on verra. Après, il y a l'autre sujet, c'est l'horizon juridique des choses qui peuvent faire que ça foire. Alors ça, il y a essentiellement 2 menaces, comme toujours. Il y a la Commission européenne, menace numéro 1. Elle adore s'intéresser à EDF. C'est l'obscur objet de son désir. Elle aimerait le couper en petits morceaux, ou en tout cas elle aimerait le réguler, ou non pas le réguler. Enfin, elle sait même plus très bien elle-même. Voilà, elle sait plus ce qu'elle a envie de faire. En plus, Olivier Guersan part à la retraite dans un mois, donc voilà, il peut se passer des trucs avec le nouveau, voilà. Mais tout ça pour dire que il y a la commission. Elle peut avoir envie de faire des trucs. Elle peut avoir envie de faire des trucs avec le ciseau. Ça s'appelle l'article 108. C'est ce qu'elle a déjà fait sur l'Arenh quand on a inventé le tartame et qu'elle s'est aperçue que les tarifs jaune et vert n'étaient pas contestables. Et puis on a inventé l'Arenh, qui était à l'époque déjà un bricolage. C'est-à-dire qu'on a l'impression que le VNU, c'est un bricolage foireux. Les gens disaient la même chose de l'Arenh et des prédécesseurs de l'Arenh qui étaient le tartame. Voilà. Pour le sous-titre, l'article 108, Pierre, est-ce que... C'est l'article sur les aides d'État du traité. Donc ça, c'est les trucs qu'on fait au ciseau, voire au scalpel. C'est plutôt, il y a un peu de négo, voilà, avec la commission. Puis après, il y a quand la commission vous tombe dessus à la machette, ça s'appelle l'article 102. C'est quand vous faites des pratiques anticoncurrentielles. On pourrait trouver des choses dans le VNU qui ne sont pas super pro-concurrentielles. Donc une commission peu complaisante pourrait avoir envie de nous embêter. À titre personnel, je pense que c'est peu probable.
parce que le mécanisme a quand même été très discuté avec eux et qu'elles considèrent que ça apporte davantage pour l'ouverture concurrentielle du marché français que ça n'en retire. Après, sur les sujets aides d'État, il y a plus de choses à dire parce qu'on se raconte la fiction que le mécanisme n'est pas une aide d'État, que les CAPEN ne sont pas des aides d'État, alors que, bon, il y a des ressources d'État. Je pense que tous les ministres ont appelé, exhorté EDF à conclure ces contrats. Ils sont quand même construits pour la compétitivité industrielle. Voilà, je pense qu'à un moment ou à un autre, si on repart dans des prios et qu'on a toute l'industrie française qui est couverte par des contrats de long terme assis sur les coûts du nucléaire, pendant que l'industrie belge, allemande, espagnole, italienne est en train de crever, on trouvera des concurrents bienveillants de nos industriels français pour aller se plaindre à la tour Madou. Je pense, voilà. Donc ça, c'est quand même une zone où il peut se passer des trucs un peu contentieuses et avant pénibles avec la Commission. L'autre truc qui peut se passer aussi, c'est hors de la Commission, deuxième bras des trucs un peu pénibles qui peuvent vous arriver, c'est des fournisseurs alternatifs bienveillants qui sont pas très contents de tels paramètres dans le décret truc de la délibération d'Yvan et ses confrères. Et puis là, du coup, on part pour la gloire au Conseil d'État, question préjudicielle, truc, et avec des aléas sur un mécanisme qui brasse quelques dizaines de milliards par an quand les prix sont hauts, et zéro la plupart du temps. Ça aussi, c'est le genre de trucs un peu stressants qui peuvent arriver. Mais donc c'est pour ça que un lourd poids de responsabilité pèse sur Yvan dans les textes d'application qui vont sortir et sur les équipes de la Creux ici présentes, qui savent que vraiment ça peut bien foirer, quoi. Mais encore une fois, il faut souhaiter que ce mécanisme existe et il faut souhaiter qu'il marche parce que c'est mieux que pas de mécanisme du tout, notamment si on se refait envahir une deuxième Ukraine quelque part. On sera content d'avoir au moins ça pour redistribuer un peu d'argent aux consommateurs français. Je vais juste faire un tout petit mot, puis alors après, malheureusement, je vais être obligé d'y aller, mais donc toutes mes excuses s'il y avait des questions dans la salle, mais je vous laisse un otage au premier rang qui pourra répondre le cas échéant. Ça, c'est pratique, hein, on dit des grosses bêtises et puis après, on part en courant. À la question, est-ce que c'est un mécanisme pérenne ? Oui, je rejoins ce que dit Pierre, il faut espérer qu'il marche, enfin, il faut espérer qu'il soit solide juridiquement. D'où toutes les questions qu'on a pu avoir. Il n'y a pas que le Conseil d'État ou la Commission européenne, il y a des tas de façons. Enfin, le secteur de l'énergie est, je pense, un secteur dans lequel les marges dégagées par les cabinets d'avocats doivent être à peu près les meilleures du monde. J'ai rarement vu un secteur dans lequel il y avait autant de contentieux à la délibération individuelle. On peut dire que, par exemple, que quand on a fait la renégociation de force des contrats S6, S10, donc des contrats solaires de 2006 et 2010, on pensait faire un geste au bénéfice du budget de l'État, mais en réalité, on a fait une gigantesque aide d'État au secteur des avocats d'affaires parisiens, qui ont vécu de ça pendant 3 ans. J'étais très content d'avouer. Merci la direction du budget, c'est la partie avocat d'affaires parisiens de France Relance. Donc ça, c'est... Donc le premier sujet, c'est il faut espérer que le système soit suffisamment robuste pour que le jour où on en a besoin, et vous avez bien compris qu'aujourd'hui, le jour où on en a besoin, on ne le voit pas encore, mais il peut arriver extrêmement vite, puisque la conjoncture internationale est quand même pas simple, pour que le jour où on en ait besoin, il soit efficace et il marche, et que on puisse avoir quand même un dispositif qui fasse ses preuves. Sinon, je pense qu'on est face à un vrai sujet global qui est, mais finalement, comment est-ce qu'on fait pour arriver à résoudre entre guillemets, ces injonctions contradictoires, protéger le consommateur, protéger la trajectoire financière d'EDF, avoir des marchés ouverts et un libre jeu de la concurrence autant que faire se peut dans un système dans lequel il y a quand même un monopole naturel de production d'électricité nucléaire, monopole qui n'est pas lié à des considérations économiques, mais qui est quand même surtout lié au fait que quand on fait de la sûreté nucléaire, on n'a pas envie d'avoir plusieurs exploitants qui se baladent avec le même design. Donc ça, c'est un premier élément. Mon deuxième élément est plutôt une intuition, c'est que de toute façon, le jour où on aura un sujet, une crise majeure qui va toper un des défauts du dispositif, ça va se terminer comme les amortisseurs et comme les boucliers, on inventera de toute façon un patch supplémentaire. La difficulté, c'est qu'un patch supplémentaire compliqué sur un dispositif qui est déjà compliqué, c'est quand même quelque chose qui rajoute de la complexité à la complexité. Aujourd'hui, on est quand même face, et ça c'est un petit peu mon dernier message, finalement, si je devais donner un point de vue personnel, qui n'est pas le point de vue de la Creux, je trouve que déjà on a un système énergétique, et notamment électrique, qui souffre d'un défaut de lisibilité, de compréhensibilité, pour des choix démocratiques, pour des choix d'investissement de grands opérateurs privés. C'est un système qui se comprend.
quand demain, et je ne fais aucune allusion au récent débat à l'Assemblée nationale qui ont pu avoir sur la PPE, on peut voir quand même que on peut dire ils y comprennent rien, c'est vraiment des idiots. On peut se dire est-ce qu'on n'a pas collectivement, nous spécialistes du secteur, une part de responsabilité dans la capacité de dire et d'essayer de vulgariser au sens scientifique du terme, c'est-à-dire de rendre compréhensible, tout en ne déformant pas la vérité, le fonctionnement du système électrique. Ce que je crains, c'est que ce genre de dispositif, en complexifiant toujours un petit peu le système énergétique, aboutisse quand même un jour à un vrai problème démocratique global de gestion du parc électronucléaire qui est confié à EDF, dont EDF est un exploitant qui a fait l'épreuve quand même de sa capacité à faire, même s'il y a parfois de temps en temps des petits bémols. Et demain, je ne voudrais pas que la complexité du système soit le prétexte de décisions démocratiquement justifiées, mais techniquement et économiquement très loin de la réalité des choses. Voilà. Merci beaucoup. On va vous libérer. Un grand merci d'avoir accepté de participer. On va pouvoir passer à des questions dans la salle. Si certains ont des questions, il y a un micro qui va circuler. Et effectivement, on a des otages de la Creux pour ceux qui veulent poser des questions. Donc en fait, j'ai deux questions. La première, c'est sur la réelle nécessité du mécanisme, parce que si je ne m'abuse, EDF est maintenant propriété à 100% de l'État. Donc que ce soit l'IS ou que ce soit les dividendes d'EDF, ça revient dans une case du budget de l'État. Est-ce que au moins la moitié du dispositif n'était pas déjà là, à savoir la partie collecte, et il suffisait juste de savoir comment on verserait dans le cas de crise? Alors je comprends que verser de l'argent directement à un industriel, c'est quand même un peu moyen du point de vue du droit européen, mais au moins pour la partie résidentielle, est-ce qu'on ne l'avait pas déjà, et qu'il ne suffisait pas juste de faire un petit patch là-dessus? Et la deuxième question, c'est sur la nécessité du coup d'avoir des contrats pour faire des investissements dans la demande. Donc c'est ce que vous disiez là pour avoir des cash flows un peu certains. Dans des pays voisins où ils développent beaucoup de PPA, on peut avec des PPA avoir au moins une part d'approvisionnement sur quelques années qui tient un peu la route à prix fixe. Le problème qu'on a en France, c'est que pour qu'il y ait des PPA qui se développent, il faut déjà qu'il y ait la capacité qui se développe. Donc si le nucléaire prend toute la capacité, déjà c'est difficile d'avoir du volume de PPA, donc du volume de renouvelables qui s'installe. La deuxième problème, c'est que vu les tarifs aujourd'hui, le tarif des AO de la Creux qui est extrêmement élevé, il faudrait être un peu fou pour un producteur ENR de ne pas les prendre et du coup de concrétiser des PPA. Donc est-ce qu'on n'est pas un peu coincé sur l'idée que, contrairement à nos voisins, nous, on n'aura pas de PPA compétitif pour l'instant, à moins de drastiquement baisser les revenus, les prix des CFD des AO de la Creux? Et est-ce qu'on ne sera pas du coup en désavantagé par rapport à tous les pays voisins qui, eux, pourront contracter sur le long terme avec les industriels des PPA renouvelables? C'est celui-là qui marche, ouais. Alors, sur la première question, pourquoi est-ce qu'on est passé par un prélèvement fiscal et pas par les dividendes? Il y a des bonnes et des mauvaises réponses à ça. Alors, on va commencer par la mauvaise. La mauvaise, c'est que même quand on est actionnaire à 100%, on ne décide pas de tout. Et que la gouvernance d'EDF est ainsi faite que le corps social joue un rôle, que la technostructure interne a un point important. EDF n'est pas qu'une entreprise entre guillemets normale, même si ça a beaucoup été dit. C'est aussi un corps social et c'est un objet politique. Et donc la capacité, et d'ailleurs à l'époque où l'État prélevait des très gros dividendes dans les années 2010, c'était un sujet politique assez chaud, où les syndicats exprimaient régulièrement leur désaccord vis-à-vis du fait que ça obérait les capacités d'autofinancement de l'entreprise. Et à vrai dire, rétrospectivement, peut-être qu'on peut leur donner une part de raison là-dedans. À l'inverse, un impôt, c'est, selon la jurisprudence constante de la Cour, une charge pécuniaire unilatéralement imposée, c'est-à-dire que c'est très littéralement de l'argent pris de force à quelqu'un qui ne veut pas. Et donc, au moins, ça, on sait qu'on l'aura. En fait, le vrai sujet, c'est donc pas... Et en fait, d'ailleurs, le vrai problème de la partie prélèvement du VNU, c'est pas le fait de récupérer l'argent, c'est de calculer le montant et déterminer le revenu attribuable au nucléaire du groupe EDF. Ça suppose une comptabilité ad hoc
dans la comptabilité d'EDF, qui est très compliquée à faire, surtout s'agissant d'électricité, qui fait l'objet d'opérations de trading très régulières pour placer les positions, et où l'optimisation du parc à l'amont nucléaire est co-optimisée également avec des capacités non nucléaires, notamment l'hydro, voire une partie du parc thermique. Donc c'est honnêtement, honnêtement, j'ai pas du tout lu le décret de méthodologie pour calculer le revenu exigible, mais je pense que ça doit être l'enfer absolu à qualifier, et ça a dû être l'enfer aussi à négocier avec EDF, puisque eux-mêmes doivent avoir une idée assez précise de ce qu'ils savent faire et ne savent pas faire, quoi. Donc voilà, donc ça c'est, je pense que la réalité de pourquoi on est passé par la taxe, c'est ça la raison centrale. Après, l'autre intérêt, mais elle vaudrait aussi pour les dividendes, c'est que les recettes, en tout cas on ne pouvait pas faire un système dans lequel l'argent était fléché directement d'EDF vers les consommateurs sans passer par le budget de l'État. On avait besoin de passer par la lessiveuse du budget général de l'État pour éviter d'avoir un prélèvement sur une production exclusivement domestique à des consommations. Pardon, non, c'est un prélèvement, oui, c'est ça, c'est un prélèvement sur une production exclusivement domestique qui est reversé à des consommateurs d'électricité qui est éventuellement importé, parce qu'à ce moment-là, on crée des problèmes de taxes d'effet équivalent, un droit de douane en droit européen. Donc il fallait absolument pouvoir dire que le prélèvement d'une part et la redistribution d'autre part étaient des objets juridiquement distincts, même si tout est fait pour qu'il y ait 0 €, 0 centime qui reste entre les deux. Voilà. Après, sur la deuxième question, c'est difficile d'y répondre parce qu'en fait, je souscris à la plupart de vos constats et je pense effectivement qu'on est en train, en France, de prendre du retard. Alors, par contre, vous dites que les prix des appels d'offres creux sont, enfin les prix des renouvelables qui sortent en CFD dans les appels d'offres de la Creuse sont très élevés. C'est exact, mais au fond, c'est pas quelque chose sur lequel l'État a prise directement. On y a prise à travers le niveau de simplification administrative du permitting et de l'accès au foncier pour les renouvelables. Il y a des choses très bien dans la loi d'accélération des énergies renouvelables, mais globalement sur le PV, on a plutôt fait un mauvais job, à la fois par l'interdiction de faire du PV sur terrain forestier, par le fait de ne pas avoir maintenu ce qui était dans le texte initial, une désurtransposition de l'annexe au R122.2 du Code de l'environnement qui aurait permis de sortir le PV du champ de l'étude d'impact au cas par cas. On n'a pas trop simplifié les espèces protégées pour le PV rétrospectivement. Et puis surtout, on a créé le mécanisme des chartes départementales pour le PV qui fait que c'est un enfer d'émiettement de petits projets. Et tout ça résulte dans le fait que les prix des appels d'offres PV de la Creuse, enfin le strike price des appels d'offres PV de la Creuse à technologie et taille de projet comparable sort entre 10 et 15 € par mégawattheure plus cher en France qu'en Allemagne, alors que l'ensoleillement français n'est pas incroyablement moins bon que l'ensoleillement allemand. Et ça, en fait, c'est juste le coût de l'émiettement foncier, de la complexité administrative dans un pays qui n'est même pas fédéral. Enfin, donc on n'a aucune excuse pour nous, quoi. Et d'ailleurs, allez parler à une administration allemande et vous verrez que globalement, on a plutôt des administrations qui ne sont pas dégueu en France, quoi. Enfin, je veux dire, déclarez vos impôts en Allemagne, enfin, vous verrez. Enfin, donc mon point, c'est que le problème de compétitivité renouvelable en France, c'est d'abord un problème de complexité administrative et d'émiettement foncier. Et la réponse, il me semble, à la complexité administrative ne sera pas dans des lois de simplification. Une loi de simplification, ça ne simplifie rien. Il faut refactorer le code, comme on dit en informatique, c'est-à-dire qu'il faut repartir des exigences minimales du droit de l'Union et réécrire en fait la partie permitting du code de l'environnement pour refaire les choses from a blank slate, quoi. Alors, ce qui tombe bien, c'est que si nous ne le faisons pas, la Commission finira par le faire. Ça gravite à la Commission l'idée de faire un règlement sur le permitting des renouvelables. Et je pense que c'est un peu un chemin assez inéluctable d'avoir un cadre européen complètement harmonisé pour le faire. Ce serait peut-être pas si mal, d'ailleurs. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Merci beaucoup. Juste une petite question sur le revenu taxable qui peut bouger en fonction de s'il y a une baisse de la production d'EDF, s'il y a une baisse de volume. De ce que vous avez évoqué le fait que l'assiette qui pouvait être taxée pouvait elle aussi évoluer. Est-ce que vous pouvez donner un peu plus de précision là-dessus ? Alors ça, il faudrait que je me replonge dans la manière dont c'est écrit exactement dans les dispositions en PLF. Mais
Non, honnêtement, il faudrait que je regarde comment c'est écrit dans la disposition en PLF. Mais tel que je le comprends, le revenu taxable, il est calculé sous le contrôle de la CRE, qui est en eye contact intense. Le revenu taxable, il est calculé en regardant comment est-ce qu'EDF a placé les volumes sur les marchés à terme au fil de l'eau dans la période qui précède l'année de livraison. Si jamais EDF se retrouve à ne pas avoir les volumes physiques à mettre en face des volumes qui ont été placés à terme, donc imaginons donc EDF, on arrive donc prenons la livraison pour l'année 2026. Imaginons qu'EDF a prévu au jour d'aujourd'hui de produire 360 TWh pour l'année 2026. Et puis finalement dans un mois, le 30 juillet, EDF s'aperçoit qu'il y a une énorme tuile sur le parc nucléaire et qu'au lieu de produire 360 TWh, ils vont en produire que 250. Donc c'est une situation catastrophique, évidemment. À ce moment-là, il va falloir qu'ils rachètent 110 TWh. Donc imaginons qu'ils en aient déjà vendu non pas 360, mais 300. Il faudra quand même qu'ils aillent racheter 40 TWh sur les marchés de gros. Ils vont les racheter à un prix très élevé puisque l'annonce de l'indisponibilité va renchérir les prix énormément. Et ces opérations de rachat vont venir en net des revenus qui ont été captés en plaçant les volumes sur les marchés à terme et vont en fait complètement manger tout ce qui aura été gagné sur les marchés à terme et à la fin arriver à une situation où le revenu capté au périmètre du parc nucléaire peut devenir très faible, voire nul. Et c'est exactement la circonstance qui s'est produite lorsqu'on a eu les annonces des corrosions sous contrainte. C'est qu'EDF avait placé l'essentiel des volumes et manque de peau, pas trop longtemps avant l'année de livraison, la tuile arrive. Donc ça c'est un vrai risque qui est très difficile à traiter dans le mécanisme. En fait, le mécanisme n'est juste pas fait pour traiter bien ça. Après, il y a un débat, c'est à quel point est-ce que c'est aux consommateurs, c'est à l'État, c'est à EDF de porter le risque de l'indisponibilité du parc. Et en fait, ça renvoie à une question qui a été pas mal débattue sur l'AREN au moment de la crise ukrainienne, d'ailleurs au moment de la crise de la corrosion sous contrainte aussi, c'est qu'est-ce que c'est la force majeure en fait sur le parc nucléaire existant ? C'est-à-dire à quel moment il y a eu le débat sur les accords cadres AREN de comment s'appliquer la force majeure. En fait, il y a un peu la même question, mais elle est posée différemment sur ce cas-là. C'est jusqu'où est-ce que EDF est responsable de situations d'indisponibilité et à quel moment en fait, on considère que c'est aux consommateurs solidairement de l'aider à sortir de l'ornière. Voilà. Merci beaucoup. Une autre question ? J'ai pas l'impression. Ah, si. Bon, du coup, je repose une question. C'est sur la possibilité de faire des CFD en deux parties là, pour le nucléaire. Donc, pour la petite histoire, j'étais à la CRE pendant la négociation de la régulation électricité sur les sujets des marchés d'électricité. Et on pleurait un peu que l'administration ne s'occupe que du nucléaire et se fiche complètement de tous les autres sujets qui étaient négociés. Donc ça a accouché à... Ils ont tout donné en négociation au Conseil pour ça, et maintenant, ce n'est pas utilisé du tout. Oui. Donc, pourquoi ? Alors, pourquoi ce n'est pas utilisé ? Parce qu'il y a eu un arbitrage et qu'on a choisi un autre mécanisme que celui-là, qu'un CFD bidirectionnel. Et après, je confirme qu'au Conseil, même au niveau cabinet de la ministre, on a passé beaucoup d'énergie à essayer de préserver cette possibilité en se disant que pour l'avenir, on aurait peut-être un jour besoin de faire un CFD bidirectionnel, y compris sur le nucléaire existant. Il s'avère qu'aujourd'hui, l'État membre qui le premier bénéficiera de cette approche, c'est probablement la Belgique. Parce que la Belgique a fait un CFD sur son parc nucléaire existant. Il s'avère qu'ils l'ont fait juste avant l'entrée en vigueur pleine de EMD, donc la Commission, dans la décision aide d'État sur Electrabel, n'a pas complètement porté les mêmes exigences de redistribution. Enfin, en tout cas, elle a commenté comment EMD s'appliquerait. D'ailleurs, je vous invite à lire la décision qui est très intéressante. Mais il n'y a pas une exigence que ce soit un parfait CFD bidirectionnel qui répercute complètement les coûts aux consommateurs belges, mais l'esprit du texte est là. Et donc, en fait, les Belges, avec 2 réacteurs nucléaires, ont réussi à faire ce qu'on n'a pas réussi à faire avec 56. Mais donc, une fois n'est pas coutume, la Belgique est là tenant le flambeau de la bonne régulation dans l'Union européenne, avec ses 4 régulateurs indépendants, son gouvernement qui est quadricolore, si j'ai bien compris en ce moment. Enfin, eux, ils y sont arrivés. À noter que l'autre solution naturelle pour régler le problème de comment on descend l'électricité et la valeur de l'électricité nucléaire existante du producteur vers le consommateur,
c'est d'avoir plusieurs monopoles verticalement intégrés. Et il y a des États membres où ça fonctionne un peu comme ça. Alors c'est toujours très bizarre quand on parle d'eux en matière de nucléaire, mais l'Espagne, qui oui a des centrales nucléaires, on pense surtout à eux pour les renouvelables, mais ils en ont. Il s'avère que les centrales appartiennent aux différents énergéticiens espagnols, selon diverses modalités, et que effectivement c'est par l'intégration verticale respective d'Endesa, d'Iberdrola et de Naturgy, je crois, qui chacun ont un petit bout de parc, que en gros la quote-part nucléaire du mix redescend bien en compétitivité aux consommateurs par cette concurrence. C'est une manière de faire. C'est comme ça que ça marche aussi dans certains États américains où il y a plusieurs acteurs nucléaires verticalement intégrés. Bon, c'est un choix de design. Comme le disait Yvan, en France, on veut pas faire ça pour des raisons de sûreté et aussi pour des raisons d'acceptabilité politique, d'attachement EDF, qui sont des raisons qui sont légitimes. Voilà. Bonjour, j'avais une question par rapport à votre aussi nouveau rôle, puisque maintenant vous êtes en effet plutôt dans une partie, on va dire, privée. Justement, est-ce que vous pensez que toute cette régulation, alors c'est peut-être une question un peu large, mais post-ARENH, peut avoir un impact dans l'investissement, par exemple, que des acteurs privés peuvent faire, que ce soit dans les réseaux électriques ou différents projets énergétiques? Est-ce que ça peut avoir quel impact? Est-ce que c'est un impact? Et si c'en a un, quel type d'impact cela pourrait-il avoir? Et ça rejoint aussi la question de monsieur, mais moi je suis convaincu que des schémas plus régulés qui apportent davantage de garanties de prix sur le long terme aux consommateurs avec des trajectoires de prix dans la durée pour l'accès au parc nucléaire existant sont des schémas qui facilitent la prise de décision d'investissement dans l'électrification et plus généralement dans la décarbonation des usages à l'aval. C'est d'ailleurs vrai, alors c'est vrai dans l'industrie, parce qu'on pense des électrolyseurs, des gens qui font des SAF, toutes sortes de choses, mais c'est aussi vrai pour les résidentiels. C'est-à-dire que si vous êtes capable de dire à un consommateur résidentiel que le prix de l'électricité pour 70% de la facture, ce sera 60 pour les 10 ans à venir, ou en tout cas ce sera une certaine trajectoire prévisionnelle sur les 10 ans à venir, c'est moins stressant quand on achète un véhicule électrique, c'est moins stressant quand on achète une pompe à chaleur que d'avoir potentiellement un prix qui peut varier. C'est factuel et ça rentre en compte dans les décisions d'investissement. Donc oui, moi je pense que voilà, on a renoncé à ça quand on a fait cet arbitrage. On l'a fait parce que le mécanisme avait d'autres vertus, et notamment laisser davantage d'autonomie pour l'entreprise pour gérer la rente nucléaire. Alors ça énerve toujours beaucoup EDF quand on dit rente nucléaire, mais économiquement, c'est comme ça que ça s'appelle, quoi. Je suis désolé. Je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. S'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir poursuivre les échanges. Du coup, merci beaucoup, Pierre. Et voilà, c'est déjà la fin de ce podcast. Merci de votre écoute. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles et le partager autour de vous. Vous pouvez vous renseigner sur les prochains événements d'Infravenir et adhérer à notre association sur infravenir.com. Retrouvez-nous aussi sur notre page LinkedIn Infravenir. À bientôt.